Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment très envie de faire, à savoir ma palle pour le challenge organisé par Lucie de la chaîne Lucie a lu, à savoir le challenge de la palle ultime. L'objectif, baisser sa palle. Voilà, tout simplement. Vous le savez sans doute, sinon je vous remettrai la vidéo parce que j'en suis pas peu fière de cette vidéo où j'ai créé une petite bibliothèque et l'idée c'est que ma palle tienne dans l'intégralité et uniquement dans son intégralité dans cette petite bibliothèque, ce qui fait que je dois limiter le nombre de livres dans ma palle, ce qui me plaît quand même pas mal. Elle est juste en bas ici, mais vu que j'ai sorti la plupart des livres pour cette vidéo, tout est en bazar, je rangerai juste après. Bref, je vous ferai peut-être un plan si j'y pense plus tard. Et donc il faut que je sois stratégique, il faut que déjà elle tourne, et ça c'est quelque chose qui me va bien en fait, de faire circuler les livres dans ma palle, mais surtout il faut que j'achète de manière raisonnée ou alors des petits livres pour les caser par-ci par-là. Et avec les Utopiales, vous le savez sans doute, mais j'ai acheté 9 livres. Et là, on est mi-novembre, Noël arrive, je sais pas si je vais avoir des livres, en tout cas pas beaucoup, je vais pas en demander, mais j'ai eu la chance qu'on m'offre le calendrier de l'Avent de Cube et je pense que je vais recevoir des livres. Donc en fait, il faut que je dégomme ma palle. Et j'étais arrivée avant les Utopiales, à la fin des vacances d'octobre, à 30 livres tout pile. Et j'étais vraiment bien contente parce qu'à 30 livres, je connaissais tous les livres que j'avais dans ma palle, je savais vers quoi aller, etc. Et c'était moins dur le choix, paradoxalement. Et là, avec les Utopiales, je suis retombée à 39. Quand je tourne cette vidéo, j'en suis à 35 dans ma palle, donc j'ai bien descendu. Non, je n'en ai pas lu 4, j'en ai lu 2 qui étaient dans ma palle, et que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo précédente, et 2 qui sont sortis mais qui sont en cours de lecture. Voilà, donc l'idée c'est que j'aimerais bien redescendre sous la barre des 30, ou en tout cas atteindre ce chiffre de 30 symbolique, qui est peut-être le nombre minimum de livres que j'ai dans ma palle depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, ce qui m'a pas beaucoup aidé, et surtout qu'il y ait un nombre de livres parfait parce que ça rentre dans ma bibliothèque spéciale palle sans avoir besoin de tricher, de faire des doubles piles, bref. Je me munis de mon carnet spécial Booktube et on y va. Donc je vous disais, ce challenge il est organisé par Lucie de la chaîne Lucie a lu et il se déroule du 18 novembre au 2 janvier. Sachant que moi j'aimerais bien l'arrêter en décembre en fait et clôturer et recommencer l'année avec d'autres choses parce que notamment ça ne va pas coller avec les projets de vidéos que j'ai. Oui, je tease. Et j'ai pris un tout petit peu d'avance parce qu'il y a 2 livres que j'ai commencé de cette palle. Mais bon, voilà, l'idée c'est de vider sa palle, je pense que ça passe. Donc, les catégories sont plutôt simple, je vous mettrai des visuels. La première catégorie c'est suite fin de saga. Alors là j'aurais pu en mettre plein, mais j'ai décidé de mettre un énorme bébé qui me tente mais qui me fait peur, à savoir le tome 5 d'Harry Potter, donc écrit par J.K. Rowling, c'est l'Ordre du Phénix. Voilà, il fait dans mon édition plus de 1000 pages. Je l'ai commencé, pas beaucoup hein. Vous voyez sans doute, c'est ici. J'ai lu que ça, ce qui correspond à 17%, mais pour le moment je l'écoute et à un moment donné je passerai à la lecture pour l'avancer plus vite, augmenter mon rythme de lecture. Deuxième livre, c'est Reliques vieux livres, et là je vais mettre un livre que j'ai pas lu, qui est là depuis très longtemps. Il faut qu'il passe en fait, s'il passe pas bientôt je pense que je vais abandonner l'idée, ce qui m'embête un peu parce que le résumé me plaît bien. Donc c'est Oedipe sur la route d'Henri Beauchot qui aussi dans ma palle du Cocorico Challenge, et comme ce challenge est bientôt terminé, vous vous en doutez que je ne l'ai toujours pas lu. Pour le résumé, on va avoir une réécriture du mythe d'Oedipe, j'en sais pas beaucoup plus. C'est juste qu'il fait quasiment 400 pages et que voilà, il faut que je me lance, il faut que je prenne mon courage à deux mains. On y croit, ça va le faire si je m'y mets. Troisième catégorie, c'est livre de saison, et là j'ai pris ce livre magnifique qu'on m'a offert. C'est Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, que Morgane a lu et a bien aimé, et elle m'a dit on retrouve un peu ce qu'on a bien aimé dans Blackwater, vu que moi j'ai été déçue par Les Aiguilles d'Or et que donc j'ai fait le choix pour le moment de ne pas lire Cathy. Peut-être que ce livre va me réconcilier avec cet auteur et que je vais vouloir lire Cathy. La maison d'édition, parce que le travail est vraiment magnifique,
c'est Monsieur Toussaint Louverture. Pour le résumé, Babylone, Floride, 1880, chaleur. Et Pom Pom Girl, rumeurs et superstitions, serpents venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un sceau funeste. Alors quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant victimes comme meurtriers les déchus de Babylone. Voilà, je trouve que ça a une ambiance très mystérieuse, très froide. Bon, en même temps, il y a le mot froide dans le titre, et je trouve que c'est parfait pour cette saison. Morgane a eu peur, je pense que je vais avoir peur, donc c'est un peu ça qui me freine pour le moment, mais je me vois bien lire ça un peu en frissonnant avant d'aller me coucher, et je trouve que c'est parfait pour la saison. Quatrième catégorie, elle est tout simple, et il fallait lire un livre d'une autrice, et en fait j'en avais plein dans ma palle, mais j'ai fait le choix de mettre Tia, donc le tome 1 de La Voix des Oracles d'Estelle Faye. Vous savez que j'adore Estelle Faye, et en plus on l'a rencontrée aux Utopiales. Oui, une bonne partie de cette palle est sponsorisée par les Utopiales, enfin sponsorisée. C'est moi qui me les ai acheté, mais bon, j'ai une petite dédicace en plus d'Estelle Faye. C'est une lecture commune prévue avec Morgane. C'est plutôt court, ça fait 350 pages. C'est du Estelle Faye, ça va se lire très vite. Voilà, j'ai hâte, et j'aime beaucoup la couverture. Et que vous dire de plus, à part peut-être le résumé. Donc ici, on est dans une trilogie qui se passe en Gaule. Dans mes souvenirs, c'est ça, au fin fond de la forêt d'Aquitania. Et en fait, Tia, elle a un don. C'est une oracle et elle peut démêler les fils de l'avenir. Et en fait, elle est contrainte d'aller se cacher en Gaule parce que son père est laissé pour mort et elle doit enquêter. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Moi, c'est une période historique que j'aime vraiment beaucoup. Donc, que demander de plus? Je suis très impatiente de le découvrir et de découvrir encore une fois ce qu'a pu faire Estelle Faye, qui a été adorable pendant la dédicace aux Utopiales. Catégorie numéro 5, auteurice francophone. Donc là, j'ai choisi un autre livre qui me tente beaucoup. En fait, en fouillant dans mon ordinateur, j'ai une capture d'écran de ce livre-là depuis 3 ans. 4 ans, et en fait voilà, ça fait partie de la wishlist pas prioritaire et que j'ai jamais acheté, mais là aux Utopiales je l'ai acheté. Il est magnifique. Quand je vous disais que cette palle était sponsorisée par les Utopiales, bref, il s'agit donc de L'Enfant de Poussière, qui est le tome 1 du cycle de Sif, écrit par Patrika Dwetny, je suis pas sûre de la prononciation, qu'on a rencontré aux Utopiales, et il se présente comme militant et auteur, et j'ai adoré. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment très engagé. Il nous a parlé de ses engagements politiques qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche pendant la séance de dédicace, et on a passé un super moment lors de cette dédicace. Il a été adorable, et moi je l'avais toujours pas acheté à ce moment-là. Il m'en a parlé, il a su dire des mots qui m'ont touchée, et je l'ai acheté. Voilà, donc c'est une nouvelle saga. Je crois qu'il y a que les 4 premiers tomes qui sont sortis, et il a dit 5 ou 7, j'ai un trou, mais voilà, on est quand même sur une saga relativement longue, moyennement longue. En tout cas, j'aime bien. En fait, je connaissais pas trop, et je sais plus qui en avait parlé quand j'avais fait cette capture d'écran, mais on est, a priori, les gens ont été unanimes sur ça, sur un petit clin d'œil à Robin Hood, à l'Assassin Royal, et vous savez ma passion pour l'Assassin Royal. Et donc déjà ce mot-clé m'a plu. L'auteur pendant la dédicace m'a dit que c'était la rencontre et le dialogue entre Fitz de l'Assassin Royal et Bourdieu. Voilà, que demander de plus? Moi je veux lire ça. Alors je pense que ça va faire un truc qui peut être très bizarre si les deux dialoguent ensemble, mais ça m'a touchée parce que en fait s'il met une réflexion sociologique dedans, ça veut dire que je vais retrouver des thèmes qui me plaisent, à savoir une déconstruction des personnages, ou en tout cas un processus de déconstruction et du coup de réflexion sur le monde, sur des questions qui me touchent, à savoir l'écologie, le féminisme, la prise en compte des minorités diverses, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'aime vraiment bien les romans en fantasy où on suit un jeune personnage et on découvre le monde avec lui. Je trouve que ça facilite l'entrée et c'est un truc que j'aime bien, en tout cas en fantasy. Et donc je voulais le résumer parce qu'à part ça, je sais pas de quoi ça parle, à part que le personnage principal est un assassin, un tueur je crois. Il fait partie de l'armée, un truc comme ça. Donc le résumé. La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les primautés de Brune dans le chaos.
Orphelin des rues qui ignorent tout de ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées, jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien, et que son destin fourche à tout jamais. Ça me va, intrigue politique, géopolitique, Assassin royal, petit clin d'œil à l'assassin royal, Bourdieu, auteur engagé, il fallait que je craque, et il me l'a dédicacé aussi, voilà, une petite dédicace fort mignonne, et j'ai très hâte de le découvrir. 6e catégorie, plutôt facile aussi à remplir. Vous allez voir, il y a, j'ai pas précisé, 18 catégories. Les 9 premières étaient faciles à remplir, les 9 suivantes un petit peu moins. Et donc la 6e catégorie, c'est lire un livre de science-fiction, fantasy, fantastique. Bon, ça c'était pas très difficile. Le plus dur en fait c'est de choisir quand il y a plusieurs livres qui rentrent dans la catégorie. Et j'ai choisi pareil, acheté aux Utopiales, Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. L'auteur était assez sympathique, on a pu discuter de Marseille avec lui parce que je lui ai dit que Capitale du Sud me faisait énormément penser à Aix-en-Provence et il a admis qu'il s'était inspiré de cette ville. Et voilà, avec un petit tampon, ma foi, très joli. Une valse pour les grotesques, ça m'a fait penser un peu, dans le résumé, à L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye que j'avais bien aimé, au résumé de La Cité diaphane aussi. On en reparlera juste après. Je sais que beaucoup l'ont vraiment aimé et que ça les a touchés d'une manière assez poétique, donc j'ai envie de voir. Et j'ai aussi envie de voir le croisement, parce qu'on m'a dit que ce livre commençait par être de la fantasy puis de la science-fiction, ou l'inverse. J'en lis peu de livres qui changent comme ça de genre de littérature au milieu, et j'avais, enfin au milieu, dans le récit, et j'avais lu Sauroland de River Solomon, qui commençait par être de la fantasy avant de finir en science-fiction, et j'avais adoré. Donc voilà, les attentes sont hautes pour ce livre-là, et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, parce que attente haute, ça veut dire aussi plus de risque d'être déçu. Pour le résumé, Johan Van Capriccio est un jeune étudiant en obstétrique et chiroplaste de talent à l'université de Chattanooga. Vous m'excuserez pour les prononciations des noms. Ville fondée par le savant astrologue Mirabile. Étudiants et habitants la font vivre sous le patronage des grotesques, statues de pierre représentant des créatures des folklores européens. Les mannequins anatomiques de Johann attirent un jour l'attention de Catherine von Grunwald, femme du margrave. Celle-ci le fait convoquer afin de lui montrer l'enfant dont elle a accouché quelques mois auparavant dans le plus grand secret. Corne, queue, sabot de bouc. L'enfant est un fun. En compagnie d'un mercenaire et de l'héritière de Mirabile, Johan va tenter de comprendre les mystères de Chattanooga, ville où l'art et la science prennent vie à l'insu des habitants. Et on m'a dit qu'on retrouvait tout ce qu'on aimait bien dans Capitale du Sud, à savoir la place de l'art, la nourriture, cette bonne ambiance, le vivre un peu à la manière du Sud. Et j'ai très hâte de lire ça, même si ça me fait un petit peu peur. Voilà, je vous disais, attente élevée, donc risque d'être déçu. 7e catégorie, il fallait lire le livre le plus court ou une relecture, et j'ai choisi le livre le plus court parce que j'ai acheté pareil aux Utopiales. Alors c'était pas aux Utopiales, c'était à la librairie La Talente le premier jour. Le Prince bâtard, prélude à l'assassin royal de Robin Hood. Et c'est un court récit qu'il faut lire entre la fin des Aventuriers de la mer et la deuxième époque de l'Assassin royal, ou en tout cas avant la deuxième époque de l'Assassin royal, parce qu'ici on a toute l'histoire autour du prince Pi, à savoir le premier qui est doué du vif, ou en tout cas un de ceux qui est doué du vif, ce qui va donner lieu aux événements, je vais pas en dire plus, du deuxième arc narratif de la deuxième époque de l'Assassin royal. Et il est très court parce qu'il fait 150 pages, que c'est du Robin Hood, donc ça va se lire hyper vite, que c'est l'arc narratif que j'ai préféré dans tout l'Assassin royal. Et donc voilà, et que j'ai envie de tout lire de Robin Hood, chose faite, enfin chose que j'entreprends, on va le redire plutôt comme ça. Et j'ai très hâte de découvrir ce court récit. 8e catégorie, il faut lire soit une recommandation, soit un cadeau, soit un service de presse. Et je vais mettre ici une recommandation que Morgane m'a fait à plusieurs moments et elle ne comprend pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, et donc c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure. Je me rappelle plus du résumé, mais en tout cas il y a cette histoire d'oralité parce que je l'avais mis dans ma catégorie du Cocorico Challenge, et dans cette idée il y a une cité, je crois, qui est détruite, et une personnage va venir récupérer les légendes et histoires qui sont racontées à l'oral pour pas que les souvenirs se perdent. En tout cas moi c'est le souvenir que j'en ai, ça me donne toujours très très envie. Pourquoi je me suis pas lancée? Parce que je l'ai toujours pas en physique, je l'ai sur ma liseuse et
que j'ai un peu moins le réflexe d'y aller et que j'ai un petit peu peur, encore une fois, de passer à côté de la hype et surtout que ça soit un livre un peu comme Diamant de Vincent Tassi ou des livres comme ça où la plume est très très travaillée et moi de rester un peu imperméable à la beauté du texte. J'oscille entre les deux, entre tout le monde a aimé, ça va être un coup de cœur, mais il y a des livres comme ça où moi je suis complètement passée à côté. Je reconnais la beauté de ces livres, mais j'ai été imperméable encore une fois. Donc j'hésite, il faut que ça soit lu parce que là ça fait 2 fois qu'il est dans une palle et a priori il y a tout pour me plaire. Il faut juste que je saute le pas. 9e catégorie, c'est emprunt occasion et là je vais mettre le dernier livre d'occasion que j'ai en ma possession parce que je l'ai trouvé dans une boîte à livres trop mignonne à côté de chez ma maman à Marseille. Je vous renvoie à mon vlog de l'automne en Provence et il s'agit donc de Littoral qui est la première partie des pièces de théâtre de Wajid Mouawad, à savoir Le sang des promesses. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir, je veux juste me plonger, c'est du théâtre, c'est très court et je sais que ce monsieur a révolutionné ou en tout cas bien bouleversé et chamboulé le théâtre, que la deuxième partie de cette pièce Incendie a été adaptée par De Villeneuve, ce qui est quand même pas rien, et que tout le monde en parle avec éloge, donc let's go. En plus je l'ai trouvé d'occasion, donc c'est parfait en boîte à livres. Voilà, est-ce que ça compte comme une saga du coup? C'est possible. 10e catégorie. Et à partir de là, c'était un petit peu plus difficile de choisir, mais j'aime bien parce qu'à partir de là, on est sur une dualité de termes qui m'intéressait beaucoup. Donc catégorie 10, c'était populaire, donc livre populaire qui reste populaire ou qui a perdu sa hype. Et je trouve que le livre que j'ai mis dedans, il correspond pour les deux, ce qui serait un peu particulier, paradoxal, parce que soit il est populaire, soit il a perdu sa hype, mais ça peut pas être les deux en même temps. Il s'agit des filles d'Hazelwood Witch, que j'ai toujours pas lu et j'ai oublié le nom de l'autrice. En fait, je voulais l'acheter aux Utopiales et je l'ai pas trouvé. Ici, on va suivre des jeunes femmes, le thème c'est les sorcières, c'est le coven, la sororité, etc. Ça me fait toujours très envie et ce livre est populaire, il tourne encore pas mal sur les réseaux sociaux, mais on le voit de moins en moins et peut-être qu'il va perdre un petit peu sa hype parce qu'on laisse l'automne derrière nous et on rentre dans cette période hivernale, ou en tout cas moi je considère que du moment où il n'y a plus bientôt de feuilles sur les arbres et que ces belles couleurs de l'automne sont parties, on est clairement dans l'hiver. Donc il va perdre un petit peu de sa hype parce qu'il va moins correspondre au mood de la saison, à l'humeur saisonnière. Mais moi il m'intéresse toujours et à voir. J'ai envie de le lire, mais tous en fait, donc il va falloir prioriser tout ça. 11e catégorie, c'est couleurs automnales, hivernales et j'ai mis La maison au sortilège d'Emilia Hart et la couverture, pour moi, ce vert un peu foncé, ce corbeau, ça fait très couleur d'automne. En tout cas, j'associe ça très facilement à l'automne. Je l'ai mis dedans. C'est un livre que m'a recommandé une amie à moi et dedans, on va suivre plusieurs générations de femmes et il y a un lien très fort avec les corbeaux. On m'a juste dit ça, on m'a pas expliqué le lien. Donc voilà, c'est pas moi qui veux rendre ce résumé énigmatique et que les conditions de ces 3 femmes aux 3 époques différentes vont nous montrer le sexisme de la société et comment les femmes peuvent avoir des marges de manœuvre. J'en sais pas beaucoup plus, il me tente vraiment toujours. C'est un pavé, en tout cas en poche, donc voilà, c'est pour ça qu'il est toujours pas passé à la casserole. 12e catégorie, soit un livre qu'on est quasiment sûr de ne pas terminer, donc de DNF, ou le livre qui nous donne le plus envie de notre paille. Voilà, j'aime bien ces catégories en termes de dualité, comme je vous disais juste avant. Clairement, là, j'ai choisi le livre que je vais DNF. C'est une longue histoire, ce livre et moi, mais à tester. Il s'agit donc d'un recueil de nouvelles de Thomas Mann. Donc dedans, il y a La mort à Venise, suivi de Tristan et du chemin du cimetière. Donc je crois qu'il y a 2 nouvelles, ou 3 nouvelles, je sais pas. Oui, 3 nouvelles. Thomas Mann, c'est un auteur allemand du 19e, 20e siècle. En tout cas, il est né en 1875 et il est mort en 1955, qui a beaucoup marqué le mouvement littéraire allemand. Mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Et il est très connu, reconnu. Et moi, je connaissais absolument pas. Et donc, j'avais envie de découvrir parce qu'on me dit que c'est un monument
de la littérature allemande, donc pourquoi pas aller découvrir ça. Puis c'est des nouvelles, donc au pire je peux en lire qu'une, si j'aime pas c'est pas très grave, c'est pas un investissement incroyable. Sauf que moi j'étais très contente d'avoir acheté ça, et un ami à moi m'a dit que c'était vraiment nul, et que c'était un des pires trucs qu'il avait lu, qu'il se passait rien, et qu'en plus les personnages étaient détestables, pire que détestables, qu'ils avaient des idées vraiment très problématiques. Donc du coup j'ai plus envie d'y aller forcément. Donc il me faisait très envie au moment où je l'ai acheté, j'étais très contente de découvrir comme ça un peu des monuments de la littérature allemande et pouvoir me faire une idée dessus. Mais là, voilà, et ça fait je pense depuis que je l'ai acheté, donc bien 2 ans et demi, qui traîne dans ma palle, et à chaque fois je suis là, non. Mais bon, dans cette catégorie, c'est pas, on peut la valider si on DNF, donc ça sera peut-être le moment de filer court quand même, hein. Vraiment, il fait 230 pages et il y a 3 nouvelles, donc ça devrait le faire. On y croit. Catégorie numéro 13, il faut lire un livre de notre genre préféré, de notre trope préférée. Et ma trope préférée, c'est clairement le féminisme. Alors, c'est pas une trope, on est d'accord. Mais l'idée de lire de la fantasy où on a renversé le patriarcat, j'aime. Et voilà. Donc, sans plus, je vais lire Tabor de Phoebe Hadji-Marcos Clark, qui faisait aussi partie du Cocorico Challenge. Très progressivement, vous allez voir que ce Cocorico Challenge, c'était pas un flop. Mais entre la palle prévue et ce que j'ai lu, il y a quand même un écart important. Et c'est fait pour ça, d'ailleurs, les pales. Bref, je vous en reparlerai plus en détail. Et ici, dans Tabor, qui me donne toujours très envie. Mais en fait, pourquoi je l'ai pas lu? Parce que, mais est-ce qu'on peut en parler de cette mise en page? Déjà, j'arrive pas à ouvrir le livre plus que ça. Et il y a aucune marge. C'est écrit tout petit. C'est... Bon, je comprends, c'est des éditions qui sont vraiment pas très chères et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les éditions, c'est Le Sabot. Collection du Somme, j'adore. Mais il faut une motivation que je n'ai pas eue ces derniers mois. Et donc on va suivre Mona et Polly, qui sont 2 sœurs, je crois, qui ont survécu à d'étranges et immenses inondations. Elles vivent et sèment à Tabor un nouveau monde bricolé. Mais de mystérieux visiteurs, sorciers ou fonctionnaires, viennent en troubler l'équilibre jusqu'à l'ensauvagement définitif. Comment faire face? Anticipation queer ou rêverie gothique, ce récit explore la possibilité de l'amour et de l'action dans un monde en ruine. Voilà, il fait grave envie. Faut juste que je me lance, comme la plupart des livres de cette palle. Catégorie numéro 14, achat sous influence ou coup de tête. Et le coup de tête a été vraiment, il n'y a que le coup de tête qui est responsable de cet achat. Alors il me donne vraiment très envie du fait de mes engagements politiques, mais aussi de mon parcours professionnel, il faut le formuler comme ça. Je l'ai acheté et fêté que je l'ai toujours pas lu parce que c'est un essai, que je lis de moins en moins d'essais alors que j'aime vraiment beaucoup. Bref, il s'agit de Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine, écrit par, et je m'excuse pour la prononciation, Kinga Yamata Taylor. On est à la maison d'édition Hagon, qui est une toute petite maison d'édition, et j'avais déjà lu une pièce de théâtre que j'avais adorée de chez eux, donc c'était Dehors devant la porte, et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais bref, donc ici on va suivre le mouvement Black Lives Matter. En fait on va revenir sur les conditions qui ont pu faire que ce mouvement a émergé, donc on repart jusque dans les années 60, on revient sur les luttes des Afro-Américains et américaines aux États-Unis, les contextes, les objets, le racisme, etc. Donc vraiment tout ce que j'aime, mais aussi les enjeux du coup actuels et en quoi en fait ce qui se passe encore aux États-Unis prouve que ce racisme est structurel, à ne pas douter. L'autrice est une militante antiraciste, féministe et anticapitaliste qui enseigne au département d'études afro-américaines de la Northwest University dans l'état de l'Illinois. Et la préface, c'est de Sylvie Laurent, qui est une sociologue ou une historienne, je sais plus, qui a écrit un livre sur la race qui me donne très envie. Il est pas très long pour un essai, il fait 350 pages, pas très long je trouve pour un essai. Voilà, il va falloir que je m'y mette. Catégorie numéro 15, il faut lire un livre réconfortant. Le choix peut paraître étrange, mais je vais enfin lire Je serai le feu de Digli, qui est magnifique. Ça fait 6 mois qu'il est dans ma palle maintenant. Et en fait, c'est un recueil de poésie féministe et de poétesses un peu oubliées que Digli est allée retrouver, exhumer et qu'elle met en avant. Et en plus, il y a des dessins merveilleux de Digli. Est-ce que je peux vous en trouver un? Voilà, par exemple, ici, c'est Angèle Vanier. Et pourquoi je l'ai mis de nom? Parce que
La poésie, je trouve ça très réconfortant, je trouve ça doux, je trouve ça envoûtant. Et là, on a des thèmes qui sont chers à mon cœur, je vais pas encore les reciter. Je me dis que ça pourrait être réconfortant de lire quelques poétesses par jour et faire courir ce livre, ce magnifique livre, sur toute la période que dure ce challenge. 16e catégorie, il faut lire un livre qui était déjà là l'année dernière, parce qu'en fait c'est la 2e édition de ce challenge. Moi je l'avais pas fait l'année dernière, j'aurais peut-être dû, vu l'état de ma palle de l'année dernière. Bref, donc du coup j'ai pris un livre très très ancien de ma palle, qui fait partie des plus anciens de ma palle, et il s'agit d'un essai, un quart en moins. Le sous-titre Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités salariales, écrit par l'économiste Rachel Silvera. Voilà, bon, les inégalités salariales sur le marché du travail, c'est de l'économie, c'est des thèmes que j'aime bien, c'est un essai, c'est publié chez La Découverte, c'est Rachel Silvera en plus. Il y a une préface de Michel Perrault, que demander de plus. Vraiment, il me fait très envie. Alors, il est un petit peu vieux, il date de 2014, mais je suis sûre qu'en termes de rafraîchissement sur ces thèmes-là, ça peut être pas mal. Et ça fait partie des livres que j'ai commencé. Et si on enlève toutes les notes à la fin, j'en suis pas très loin déjà de la moitié et je l'ai commencé hier soir. Donc ça se lit très vite et au moins je vais sortir une vraie relique de ma pile à lire. Catégorie 17, dernier achat ou dernier cadeau. Et alors c'est pas tout à fait le dernier cadeau. Alors j'ai pas pris de dernier achat du tout, vu que ça va changer. Dernier cadeau, je me dis que comme ça c'est une manière aussi de lire les livres qu'on m'offre et je trouve ça très sympa, comme ça je peux en discuter avec la personne qui me l'a offert. Surtout que là cette personne l'a lu et a vraiment bien aimé. C'est pas le dernier parce que le dernier c'était Lune froide sur Babylone de Michael McDowell que j'ai mis autre part. Mais donc là je vais sortir Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Exbach, publié chez La Talente, qui a beaucoup circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, qui à l'heure où je tourne est en lice pour être la LC du Galactic Book Club de Marion de Snozad, donc pour décembre. Je croise très fortement les doigts, ça me mettrait un petit coup de pied au cul pour le sortir. Et en fait ici on a des gens qui forment un tapis, qui tisse un tapis avec des cheveux de gens. Déjà c'est très glauque, qui est censé orner après la demeure de l'empereur. Et on nous dit: l'empereur les rebelles des milliards de tapis de cheveux, il est long le chemin qui mène à la vérité, de la cité de Ayanokia au palais des étoiles jusqu'au palais des larmes sur un monde oublié. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais la personne qui me l'a offert et qui l'a lu, déjà m'a dit que la traduction était très bonne, vu que c'est un auteur de langue allemande. Je ne sais pas de quelle nationalité il est. Et surtout qu'il y a le côté dérangeant donner lieu à des révélations plutôt incroyables. Et cette personne lit très peu de SFFF. Et si c'est quelque chose qui a pu toucher une personne et lui donner envie de découvrir ce genre, je me dis que c'est un livre qui va pouvoir me plaire, ou en tout cas qui va être intéressant de découvrir. Donc voilà, j'ai assez, comme les autres, hâte de le découvrir. Il faut que je m'y mette, c'est La Talente. La 18e catégorie, c'est bonus. Je me suis dit que j'allais pas en mettre, que en fait si déjà je validais 17 catégories, c'était déjà pas mal. Si j'arrivais à sortir 17 livres de ma palle sans en rajouter 17 sur la période, ma foi, ça serait vraiment une bonne chose de faite. Je me laisse, c'est une pioche à lire, le droit de changer évidemment. L'idée, c'est de progressivement, comme je vous le disais en intro, retomber autour de la barre symbolique des 30 livres de palle. Après, c'est pas quelque chose qui me stresse, mais c'est plus un challenge personnel de moi à moi-même qu'une réelle obligation que je me mets. Donc voilà pour ma pile à lire du challenge de la palle ultime. On espère pouvoir la dégommer, bien évidemment. Avant de vous quitter, je vous propose de voter dans les commentaires pour choisir le livre prioritaire que je devrais lire. Et comme ça, c'est le premier qui passe à la casserole, c'est sûr. Votez bien. Votez bien parce que j'espère que le livre va me plaire. Après, si vous votez pour celui-là, au moins comme ça, on commencera par un DNF, mais ça sera un livre sorti de la palle. Bref, espérons qu'il me plaise. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, à vous donner votre avis et j'en tiendrai compte dans la mesure du possible. En tout cas, j'essayerai de choisir le livre qui a eu la majorité de voix. Et je remercie encore une fois Lucie d'organiser ce challenge parce que les visuels sont magnifiques et que ça lui a demandé du temps et en même temps c'est très plaisant d'avoir ce challenge collectif pour se motiver, surtout avant les fêtes de fin d'année. Et sinon, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de tout votre soutien, vraiment, réellement, ça me touche du plus profond de mon petit cœur. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez bien. Au revoir.